ce qui est surprenant, ça n'est pas qu'il renonce à être candidat, c'est qu'il renonce maintenant. Je rappelle que pendant la campagne présidentielle de 2020, il avait déjà montré qu'il n'était quand même pas tout à fait au sommet de son esprit, de ses forces intellectuelles. D'ailleurs, je crois que Donald Trump l'avait surnommé Sleepy Joe, c'est-à-dire Joe le dormeur. Et donc ça, c'était déjà pendant la campagne présidentielle. Il a 81 ans aujourd'hui. Donald Trump en a 78, donc il n'y a seulement que 3 différences d'âge. Mais à l'évidence, Donald Trump a quand même s'il a sans doute aussi quelques absences ou quelques pertes de mémoire, c'est quand même quelqu'un qui a le cerveau qui fonctionne très vite et très bien, ce qui n'est pas le cas de Biden. Et rappelez-vous, il y a eu cet épisode un peu croquignolet qui a fait rire la planète entière. C'était le 19 mars 2021, lorsque l'on a vu Joe Biden qui montait à bord de son avion Air Force One et qui s'est à 3 reprises s'est cassé la figure dans l'escalier qui le menait à son avion. Donc là, à partir de ce moment-là, les gens ont commencé à se dire qu'il y avait quand même un sacré problème avec Joe Biden. Or, ce problème n'a fait que se développer et de pire en pire. Il a eu des absences, des mots pour d'autres, etc. Et c'était en train de s'aggraver. Donc ça fait quand même, depuis le 19 mars 2021, ça fait quand même 3 ans et 4 mois que normalement, les élites américaines auraient dû se dire ce monsieur ne peut pas se représenter pour 4 ans de nouveau à la présidence des États-Unis d'Amérique. C'est quelqu'un qui va déjà avoir du mal à terminer sa présidence, ce qui est le cas d'ailleurs. Donc pourquoi, c'est la première question, pourquoi est-ce qu'il a quand même été candidat? Qui est-ce qui a fait en sorte qu'il soit candidat? Et la question se prend une allure encore plus importante lorsque l'on se rappelle que lorsque la campagne a commencé, il y a quelques semaines, c'était le 27 juin, il y a eu ce fameux débat qui a été absolument calamiteux face à Donald Trump, où le peuple américain et la planète entière a pu découvrir que Joe Biden ne savait plus ce qu'il disait n'importe quoi. C'était un désastre médiatique. C'était le 27 juin. Et à ce moment-là, dans le monde entier, tout le monde a dit il ne peut plus continuer, il faut qu'il renonce à être candidat. Et il ne s'est rien passé. Il a continué à dire qu'il serait candidat, à être candidat. Et d'ailleurs, sa vice-présidente, Kamala Harris, a dit oui, il avait eu un peu de mal à démarrer ce débat, mais il sera toujours candidat. Pourquoi? C'est-à-dire, quelles sont les personnes qui sont derrière, qui ont poussé à ce qu'il soit candidat, encore et contre tout? Et puis, il y a quand même eu un événement non négligeable, qui est le 13 juillet. Le 13 juillet, la tentative d'assassinat contre Donald Trump. 13 juillet, tentative d'assassinat ratée contre Donald Trump. Et 5 jours après, le 18 juillet, très exactement, j'ai vérifié les dates, on a vu dans la presse mondiale des indiscrétions émanant de Barack Obama, l'ancien président des États-Unis, mais aussi de Nancy Pelosi, l'ancienne speaker de la Chambre des représentants démocrate, qui, le même jour, ont dit ça suffisait comme ça, il fallait que Joe Biden réfléchisse à l'idée de s'en aller. Alors moi, je trouve ça quand même très étonnant. On va dire bien sûr que je suis complotiste et conspirationniste, mais comment se fait-il que pendant 3 ans et 4 mois, en fait, toute cette oligarchie qui tient le pays, qui sont des représentants du Deep State, ait en quelque sorte poussé Biden à être candidat quand même? Et puis, il y a un échec d'un attentat contre Trump, et d'un seul coup, il change de pied. Alors, vous savez que Obama a la réputation d'être un des dirigeants les plus importants des États-Unis. Joe Biden était d'ailleurs son vice-président. Il y avait d'ailleurs, on avait vu il y a quelques années circuler une vidéo qui était absolument tragique, où l'on voyait Obama qui était le maître de cérémonie alors qu'il n'était plus président. Le vrai président était Joe Biden, et Joe Biden le suivait comme un toutou. Donc ce qui est intéressant à noter, c'est qu'on a l'impression que l'attentat raté contre Trump a été le facteur déclenchant pour Obama, pour Nancy Pelosi, de dire à Biden il faut qu'il dégage. Je note d'ailleurs que Obama a été l'un des tout premiers à réagir à l'attentat contre Trump en donnant le là à l'ensemble des dirigeants du monde occidental en disant c'est scandaleux, c'est une attaque contre la démocratie. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, ce n'était pas une attaque
contre la démocratie, c'était une attaque contre Donald Trump. Voilà. Et donc, il y a eu tout un narratif qui donne à penser bien qu'en fait, alors je pousse le bouchon sans doute un peu loin, mais que finalement, on a l'impression que tout se passe exactement comme si Obama et un certain nombre de personnes attendaient quelque chose qui ne s'est pas produit vis-à-vis de Donald Trump. D'ailleurs, je ne corse pas mon propos, puisqu'il y a une vidéo qui circule où on a vu Madame Victoria Nuland, l'ancienne sous-secrétaire d'État américaine pour les affaires politiques, est une femme que je ne présente plus, et qui a une vidéo qui a circulé beaucoup où elle a dit que, de toute façon, il y avait une mauvaise surprise pour Donald Trump. Donc des mots qui étaient quand même assez menaçants. Voilà. Alors vous avez compris ce que je sous-entends, c'est que je dis qu'il est possible, ce n'est évidemment pas certain, c'est une suggestion, c'est une hypothèse, mais il est possible que quand même l'État profond américain espérait que d'une façon ou d'une autre, Donald Trump soit dégagé pour maintenir Biden. Et pourquoi l'espérait-il ? Parce que Biden, c'est un béni oui-oui, hein, c'est the yes man, comme on dit en anglais. C'est-à-dire quelqu'un qui fait absolument ce que les gens qui tiraient les ficelles derrière lui, c'est-à-dire Obama, voulaient qu'il fasse. Alors maintenant, où est-ce que l'on va ? On va dans une situation qui est pas tout à fait sans précédent. Le 31 mars 1968, en pleine guerre du Vietnam, le président Lyndon Johnson avait surpris tout le monde en disant que finalement il ne serait pas candidat à être réélu. Vous savez qu'il avait succédé à Kennedy le 22 novembre 1963. Il était son vice-président. Et donc en 1968, il avait été réélu donc en 1964. Plus exactement, il avait été élu une première fois en 1964 en tant que président cette fois-ci. Il était le président sortant, il avait été quelques mois. Mais en 68, il aurait dû se représenter. Il y avait renoncé pour des raisons diverses et variées, on ne sait pas exactement pourquoi, mais enfin c'était en pleine guerre du Vietnam. Et donc ça avait pris le camp démocrate un petit peu comment dirais-je, en porte-à-faux. Il avait fallu qu'il trouve rapidement un candidat pour lui succéder. Mais on était encore dans la période des primaires, alors que là, on est très avancé. Les primaires sont terminées. Il va y avoir la convention démocrate qui devait normalement consacrer le sacre de Joe Biden. Ce qui n'aura pas lieu puisqu'il vient juste de démissionner de sa candidature à la candidature. Donc c'est un peu sans précédent, je crois, en tout cas en l'histoire récente. Et alors qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que maintenant les délégués qui ont été élus, il y en avait eu 92% des délégués qui avaient été élus en faveur de Biden. Ces délégués se retrouvent désormais libres de voter pour qui ils le souhaitent comme candidat à la présidence. Joe Biden, quand il a annoncé qu'il ne serait plus candidat, a appelé à soutenir Kamala Harris. Kamala Harris, c'est sa vice-présidente qui, si elle était présidente des États-Unis, remplirait toute une série de nouveautés. Ça serait la première femme présidente des États-Unis, première femme afro-américaine, puisqu'elle est en partie d'origine afro, mais aussi indo-américaine, puisqu'elle a une partie de sa famille qui est originaire du Tamil Nadu. Ce qui montre d'ailleurs au passage, quand on réfléchit, que Vance, le vice-président désigné par Trump pour le ticket, a, comme je l'ai expliqué récemment, une épouse qui est de l'Andhra Pradesh, et Kamala Harris elle-même descend en partie d'une famille indienne du Tamil Nadu, qui est l'État au sud de l'Andhra Pradesh, sur la côte est de l'Inde. C'est intéressant du point de vue historique, sociologique, sur l'évolution des élites qui dirigent les États-Unis d'Amérique et où le facteur européen, qui jadis était de 100%, est désormais de moins en moins prépondérant face à ce peuple de plus en plus bigarré, de plus en plus cosmopolite. Alors, est-ce qu'elle va être la présidente adoubée ? A priori, elle a de solides atouts. C'est la vice-présidente sortante. Elle est désignée par Joe Biden. Elle est quand même dans les petits papiers de Barack Obama, qui a en partie fait sa carrière lorsqu'elle a été élue sénatrice de Californie. Elle a également, elle est très connue. Elle est connue de l'ensemble des Américains en tant que vice-présidente. Et alors que beaucoup des éventuels autres candidats ont des notoriétés quand même beaucoup plus limitées, des notoriétés locales ou régionales. Elle a aussi un petit avantage, c'est qu'elle figure sur le ticket que Biden avait déjà présenté, Biden-Harris, et à cet égard, donc l'ensemble des donations qui ont été recueillies par Biden pour mener sa campagne
pourrait, d'un point de vue juridique, être, paraît-il, assez facilement transféré sur la personne de Kamala Harris. Alors que si c'est un candidat tout à fait nouveau, ça pose, semble-t-il, des problèmes juridiques, parce que aux États-Unis, il y a toujours des quantités de problèmes juridiques et de batteries d'avocats qui voient un moyen de se faire fortune en promouvant des dossiers, etc. Peut-être qu'il y aurait un gros problème de financement de la campagne d'un autre candidat. Et quels sont d'ailleurs les autres candidats dont on parle? On parle de certains gouverneurs d'État qu'en France on ne connaît pas trop du moins. On parle d'un certain Pritzker, qui est gouverneur de Michigan, c'est un homme assez corpulent qui s'est fait une spécialité de taper sur Donald Trump toute la journée. On parle également de Josh, j'ai oublié son nom d'ailleurs, qui est gouverneur, je crois, de l'Illinois. Il y a Madame Gretchen Whitmer, qui est la gouverneure du Michigan, qui est une femme qui, semble-t-il, est à poigne et qui est une femme qui est tout à fait au sommet du Parti démocrate américain. Il y a Gavin Newsom, qui est le gouverneur de Californie, qui a beaucoup de poids dans l'appareil du Parti démocrate, mais qui est extrêmement décrié quand les gens voient l'évolution de l'État de Californie et de certaines villes, notamment comme San Francisco, qui sont devenues des espèces de villes où il y a une criminalité considérable et où il y a des gens qui meurent à cause de la drogue qu'ils consomment un peu partout dans les rues. Enfin, c'est quelqu'un qui est assez décrié. Il y a voilà, je crois que j'ai fait à petit peu près le tour des différentes personnalités. Il faut y ajouter encore deux autres personnes. Il faut y ajouter Hillary Clinton, dont on parle, l'ancienne candidate face à Donald Trump, qui alors elle est l'archétype de la mouvance Clinton, enfin du deep state américain. À mon avis, elle est quand même maintenant un petit peu trop âgée pour pouvoir concourir. Et puis, on parle aussi, je pense que c'est de façon, parce qu'elle est assez populaire, mais sans doute que ça n'ira pas plus loin, de Michelle Obama, donc de la femme de Barack Obama, qui pourrait être candidate. Elle a dit qu'elle, ça ne l'intéressait pas, mais enfin, il y a des gens qui y ont pensé pour elle. Oui, je me rappelle, ça y est, le gouverneur donc de Pennsylvanie, en fait, c'est Josh Shapiro, qui est également un candidat dont le nom est avancé. Au total de tout ça, il semble quand même que ce soit plutôt Kamala Harris qui tienne la corde pour être prorogée. Elle choisira sans doute, elle choisira nécessairement, si c'est le cas, un futur vice-président. On verra ce que ce sera. Alors qu'est-ce qu'on peut penser de cette femme? C'est quelqu'un qui a fait de brillantes études, qui a été avocate, et qui a été ensuite catapultée, propulsée par notamment Barack Obama comme sénateur de Californie. Elle a quand même beaucoup déçu. Elle a beaucoup déçu, sans doute un petit peu pour la piéger. Joe Biden lui avait confié le dossier de l'immigration, qui est un dossier explosif aux États-Unis. Elle était allée vaguement voir le président mexicain, au Guatemala aussi, où elle avait tenu des propos qui avaient quand même beaucoup déçu ceux qui voyaient en elle une progressiste. Donc elle a été assez molle sur ces questions et un petit peu fuyante. Voilà. Alors elle va faire son programme, c'est le programme des démocrates. Elle va mettre en avant la défense du droit à l'avortement qui est menacé, semble-t-il, par une partie des républicains. Donc c'est essentiellement le point essentiel de son programme. Mais elle va quand même être confrontée à une très grosse difficulté qui est quand même qu'elle part maintenant à finalement très peu de temps. Les élections, c'est le 5 novembre. Et nous voici déjà fin juillet. Donc elle n'a plus que les mois d'août, septembre et octobre. Elle est à 3 mois des élections. 3 mois des élections, ça va être difficile. Ça va être encore plus difficile si c'est quelqu'un de nouveau comme candidat. Alors c'est quand même assez probable que Biden a été évincé parce que Obama et consorts se sont rendus compte que Trump, après sa tentative d'attentat raté, était plus populaire que jamais et que sans doute Trump allait faire davantage preuve de prudence, qu'il allait changer son service de sécurité et donc qu'une mauvaise surprise, pour reprendre l'expression de Madame Victoria Nuland s'agissant de Donald Trump, devait être sans doute écartée. Je pense que le camp démocrate ne doit plus avoir trop d'illusions sur la possibilité
de battre Donald Trump, à ceci près quand même que vous savez que lors des élections présidentielles, il n'y a pas que l'élection présidentielle, il y a aussi l'élection de tous les représentants américains, de tous les députés, mais également les gouverneurs. Il y a également des quantités d'élections qui se passent au même moment. Ça dépend selon les États. Et donc, l'oligarchie du Parti démocrate était arrivée sans doute à la conclusion que si Biden était candidat, son état de santé physique et psychique aurait risqué d'entraîner une bérésina générale pour le Parti démocrate, y compris dans toutes ces autres élections concernant les représentants, pour la Chambre des représentants, concernant également les sénateurs et concernant toute une série de gouverneurs. Voilà, je pense que c'est ce qu'on pouvait dire ce soir. C'est évidemment un événement très important qui donne quand même à penser que c'est plutôt ça renforce encore le poids de Donald Trump, qui a d'ailleurs fait une réaction tout de suite en brocardant un petit peu méchamment Joe Biden et en disant que de toute façon quiconque lui serait opposé, et il a évoqué lui-même les noms de Kamala Harris, de Hillary Clinton et de Michelle Obama, donc des trois, le trio des femmes. Il a évoqué lui-même ça en disant que de toute façon, eh bien, il les massacrerait tous. Enfin, je sais pas, il a peut-être pas dit le mot massacre, c'est peut-être un mot un peu, mais enfin, il a dit quelque chose que ça, il les réduirait leur concurrence en poussière. Au passage d'ailleurs, Donald Trump, on a appris, a téléphoné à Zelensky pour lui dire qu'il allait mettre un terme à la guerre en Ukraine. J'ai d'ailleurs trouvé assez étonnant la presse française, c'est un petit détail, mais j'ai lu toute une série d'articles, je pense qu'ils ont repris une dépêche AFP assez incroyable, puisque le verbe qui était utilisé, c'était Donald Trump promet à Zelensky la fin de la guerre en Ukraine. Je ne crois pas que ça soit exactement ce que souhaite Zelensky. Zelensky ne souhaite pas que la paix arrive au plus vite. Zelensky souhaite que la Russie soit battue, ce qui est tout autre chose. Alors que lorsque Trump dit que s'il est président, il arrêtera tout de suite la guerre, que la paix sera rétablie, ça sent pas très bon, en fait, pour Zelensky lui-même. Mais la presse française est en train de présenter ça à sa manière. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir de cette affaire. Je ne sais pas si ces premières réflexions vous ont intéressé. Je pense qu'il va falloir évidemment regarder. Maintenant, ça va être haletant de voir la suite des événements parce que vous l'avez compris, si Trump est élu président des États-Unis, il a des défauts considérables, il a des prises de position sur toute une série de sujets qui sont, vus de France en tout cas, qui sont quand même assez difficiles à accepter ou à admettre, mais il a aussi quand même l'immense mérite de s'opposer au Deep State, de vouloir obtenir la paix en Ukraine et face à la Russie, de s'opposer en fait à la mainmise des oligarques sur les États-Unis, en fait de s'attaquer directement au Deep State. En fait, Donald Trump est l'allié objectif des BRICS, c'est-à-dire de tous ces peuples du monde qui se reconnaissent dans les BRICS, c'est-à-dire de tous ces peuples qui ne veulent pas que l'on en finisse avec les États-nations. Et Donald Trump est l'allié objectif de tous ceux, en France notamment, qui veulent faire prévaloir la souveraineté nationale par rapport aux forces mondialistes. Il n'est pas sûr que face à quelqu'un comme Donald Trump, Kamala Harris, si c'est elle qui est définitivement choisie comme candidate, arrive à faire un jeu égal, voire à le battre. Rien n'est moins sûr. On verra ça en tout cas le 5 novembre. Merci de m'avoir écouté et bonne soirée à tous.